Le capitaine Jake Morrison se tenait devant la grande fenêtre de sa salle de repos, observant le vaisseau extraterrestre qui approchait. Le vaisseau était gigantesque, presque 3 fois la taille de son propre navire, l'UES Liberty. Du métal sombre couvrait sa surface, avec des arêtes vives qui ressemblaient à des armes, même lorsqu'elles ne l'étaient pas. Des lumières rouges clignotaient le long de ses flancs comme des yeux furieux. « Capitaine, il demande l'autorisation de s'amarrer », dit le lieutenant Amy Rodriguez derrière lui. Elle était l'officier culturel du navire, et aujourd'hui serait le jour le plus important de sa carrière. Premier contact avec une race extraterrestre qui voulait vraiment parler au lieu de tirer. Jake se retourna et hocha la tête. « Dites-leur qu'ils peuvent s'amarrer au quai 7. Assurez-vous que la garde d'honneur est prête. » Il rajusta son uniforme et vérifia son reflet dans le miroir. Aujourd'hui, les humains allaient rencontrer l'Empire Zélani. Pour la première fois, tout devait être parfait. Les Zélani avaient contacté la Terre il y a 6 mois. Leur message était simple et direct. Ils régnaient sur 17 systèmes stellaires et étaient toujours à la recherche de nouveaux alliés. Ils avaient entendu parler des humains et voulaient les rencontrer. Le message ne semblait ni amical ni hostile. Il sonnait comme une affaire. Amy marche aux côtés de Jake vers la salle de conférence principale. « Les programmes de traduction fonctionnent parfaitement, monsieur. Nous ne devrions avoir aucun mal à nous comprendre. J'ai également préparé des dossiers d'information sur la culture humaine. Juste des choses de base comme nos systèmes de gouvernement et nos capacités commerciales. Que savons-nous de leur culture ?» demanda Jake alors qu'il traversait les couloirs. Les membres d'équipage qu'il croisait se tenaient un peu plus droit en voyant leur capitaine. Tout le monde savait à quel point cette journée était importante. « Ce sont des guerriers, monsieur. Tout ce que nous avons appris suggère qu'ils résolvent les problèmes par la force et l'action militaire. Ils ont conquis ces 17 systèmes. Ils ne les ont pas négociés. Mais le fait qu'ils veuillent nous parler est un bon signe. » Le commandant Ryan Hayes les attendait devant la salle de conférence. Il était le second de Jake et avait 20 ans de service militaire. Si quelqu'un pouvait gérer des négociations difficiles, c'était Ryan. « La pièce est prête, capitaine, » dit Ryan. « La sécurité est en place, mais se tient à distance comme demandé. Nous ne voulons pas paraître menaçants. » Jake rit. « Ryan, je ne pense pas que nous pourrions paraître menaçants à ces gens, même si nous essayons. Avez-vous vu la taille de leur vaisseau ?» Les 3 officiers entrèrent dans la salle de conférence. C'était l'espace le plus agréable du Liberty, avec une longue table en bois véritable et des chaises confortables. Les murs affichaient des images de la Terre et des plus grandes réalisations de l'humanité. L'alunissage, la première colonie martienne, la construction des ascenseurs spatiaux. Des choses qui montraient que les humains étaient capables de grandes choses, même s'ils n'étaient pas une puissance militaire. « Contact du vaisseau extraterrestre, monsieur », dit une voix provenant du système de communication. « Ils sont prêts à monter à bord. »« Faites-les entrer », répondit Jake. Son cœur battait plus vite que d'habitude. Tout ce que l'humanité ferait à partir de cet instant serait jugé par la façon dont cette première rencontre se déroulerait. La porte s'ouvrit et le premier extraterrestre entra. Jake avait vu des photos lors des communications préliminaires, mais voir un Zélani en personne était différent. La créature était grande, presque 2,10 mètres, avec des écailles couvrant une peau verte. Sa tête était longue et étroite, comme celle d'un lézard, avec des yeux jaunes qui semblaient le transpercer. Il portait une armure qui semblait à la fois cérémonielle et fonctionnelle, avec des symboles qui montraient probablement son rang ou ses réalisations. 2 autres extraterrestres suivirent. Ils étaient légèrement plus petits, mais non moins impressionnants. Tous 3 bougeaient avec la confiance de soldats professionnels qui n'avaient jamais perdu un combat. Leurs yeux balayaient la pièce, notant les sorties, les armes potentielles, les positions défensives. Même lors d'une réunion pacifique, ils pensaient comme des guerriers. « Je suis le commandant de guerre Texa de l'Empire Zélani », dit le premier extraterrestre. Sa voix était profonde et rauque, comme du gravier dans un tuyau métallique. Le système de traduction fonctionnait parfaitement, transformant les sons extraterrestres en un anglais clair. « Ce sont mes conseillers, le sous-commandant Krell et le chef tactique Vexna. » Jake s'avança et tendit la main, le geste d'accueil humain. « Je suis le capitaine Jake Morrison, du vaisseau spatial Terre Unie Liberty. Voici mon officier culturel, le lieutenant Amy Rodriguez, et mon second, le commandant Ryan Hayes. Bienvenue à bord de notre vaisseau. »
L'extraterrestre regarda la main tendue de Jake un instant, puis tendit la sienne. La poignée de main fut brève, mais ferme. La peau de Texa était chaude et sèche, comme du cuir laissé au soleil. « Votre vaisseau est plus petit que je ne l'avais imaginé », dit Texa, alors qu'ils s'asseyaient tous autour de la table. « Mais la construction semble solide. Combien d'armes transporte-t-il » Amy intervint rapidement. « Le Liberty est principalement un vaisseau d'exploration, commandant de guerre. Nous transportons des systèmes défensifs, mais notre but principal est la recherche scientifique et les missions diplomatiques comme celle-ci. » Les trois extraterrestres se regardèrent. Krell dit quelque chose dans leur propre langue et Vexna fit un son qui aurait pu être un rire. Jake n'eut pas besoin de traduction pour comprendre. Il trouvait les humains amusants. « Vous explorez l'espace avec des vaisseaux faiblement armés ?» demanda Texa. « Cela semble dangereux. Que faites-vous lorsque vous rencontrez des forces hostiles ?»« Nous essayons d'éviter les conflits autant que possible », répondit Ryan. « Les humains préfèrent résoudre les problèmes par la négociation et le commerce plutôt que par la guerre. » Encore une fois, les extraterrestres échangèrent des regards. Jake commençait à comprendre que les Elani ne pouvaient pas imaginer une espèce qui ne résolvait pas tout par le combat. « Parlez-nous de votre empire », dit Amy, changeant de sujet. « Comment en êtes-vous venu à régner sur tant de systèmes ?» Texa se pencha en arrière dans sa chaise, et pour la première fois, il eut l'air satisfait. « Nous sommes des guerriers, lieutenant Rodriguez. Pendant 1000 ans, nous nous sommes étendus à travers la galaxie, apportant l'ordre au chaos. Lorsque nous trouvons un système, nous évaluons ses défenses. Si elles sont fortes, nous négocions. Si elles sont faibles, nous conquérons. C'est simple et efficace. Et dans quelle catégorie les humains tombent-ils ? Demanda Jake. Le commandant de guerre étudia Jake pendant un long moment. Cela reste à voir, capitaine Morrison. Votre espèce est nouvelle pour nous. Nous savons que vous vous êtes répandu dans plusieurs systèmes en peu de temps, ce qui montre une capacité. Mais vos vaisseaux sont légèrement armés, et vous parlez d'éviter les conflits. Cela suggère une faiblesse. Jake sentit une pointe d'irritation, mais garda sa voix calme. Peut-être que notre définition de la force est différente de la vôtre, commandant de guerre. Peut-être, convint Texa. Nous verrons. Parlez-nous de vos capacités militaires. Combien de vaisseaux la Terre commande-t-il? Quelle est votre stratégie de défense du système? Pendant les heures suivantes, la conversation se poursuivit dans la même veine. Les extraterrestres posaient des questions sur la puissance militaire humaine, et les humains tentaient de réorienter la discussion vers le commerce et l'échange culturel. Il devint clair que les Elani voyaient tout à travers le prisme de la guerre. Ils respectaient la force et s'intéressaient peu à autre chose, mais ils n'étaient pas hostiles. Jake commença à réaliser que c'était ainsi que les Elani menaient toute leur diplomatie. Ils avaient besoin de comprendre les capacités militaires humaines, non pas parce qu'ils prévoyaient d'attaquer, mais parce que la force était la seule chose qu'ils comprenaient comme base de respect. Alors que la partie formelle de la réunion touchait à sa fin, Jake prit une décision. Si les Elani avaient besoin de voir les capacités humaines pour les prendre au sérieux, il était peut-être temps de leur faire visiter le vaisseau. « Commandant de guerre, vos officiers et vous-même aimeriez-vous en voir davantage de notre vaisseau ?» demanda Jake alors que la réunion formelle se terminait. Cela pourrait vous aider à comprendre comment les humains fonctionnent. Texa inclina sa grande tête, considérant l'offre. Oui, ce serait utile. Nous souhaitons en apprendre davantage sur la technologie et l'organisation humaine. Amy se leva rapidement. Je serais ravi de vous faire visiter. Nous pouvons vous montrer notre section d'ingénierie, nos installations médicales et nos zones de loisirs. Le groupe quitta la salle de conférence et commença à marcher dans les couloirs du Liberty. Les extraterrestres avançaient prudemment, leurs yeux balayant constamment tout ce qui les entourait. Jake remarqua qu'ils marchaient en formation, ce qui leur permettrait de se protéger mutuellement en cas de problème. Même lors d'une visite pacifique, ils pensaient comme des soldats. « Voici notre section d'ingénierie principale », expliqua Amy, alors qu'ils entraient dans une grande pièce remplie de machines bourdonnantes et de lumières clignotantes. L'ingénieur en chef Pete Collins leva les yeux d'un panneau de commande et salua respectueusement les visiteurs. Le moteur de distorsion utilise une réaction de fusion contenue pour plier l'espace autour du vaisseau, poursuivit Amy. Nous pouvons voyager plus vite que la lumière, mais seulement sur des distances limitées avant de devoir nous arrêter et recharger.
Krell examina la machinerie avec un intérêt évident. Cette technologie est efficace. Combien de vaisseaux comme celui-ci votre espèce possède-t-elle? Le Liberty est l'un des quelques 50 vaisseaux d'exploration, répondit le commandant Hayes. La Terre possède également des cargos, des transports de passagers et oui, quelques vaisseaux militaires pour la défense du système. Les extraterrestres semblèrent impressionnés malgré eux. 50 vaisseaux comme le Liberty représenteraient une force significative, même s'ils n'étaient pas conçus principalement pour la guerre. La visite se poursuivit vers l'infirmerie, où le docteur Elena Foster leur montra l'équipement avancé utilisé pour traiter les blessures et les maladies. Les extraterrestres semblèrent perplexes face au concept de dépenser des ressources pour soigner les faibles au lieu de simplement les remplacer. Mais ils ne firent aucun commentaire. Votre technologie est plus avancée que nous ne l'avions initialement supposé, admet Thexa, alors qu'ils marchaient vers les zones de loisirs. Peut-être que les humains ne sont pas aussi faibles qu'ils en ont l'air. Ils entrèrent dans la salle de loisirs principale, un grand espace où les membres d'équipage hors service pouvaient se détendre et socialiser. Une vingtaine de personnes étaient dispersées dans la pièce, certaines lisant, d'autres regardant des programmes de divertissement sur des écrans muraux, et quelques-unes s'adonnaient à divers jeux et activités. Dans un coin, une foule s'était rassemblée autour d'une petite table. 2 membres d'équipage étaient assis face à face, regardant attentivement quelque chose entre eux. Les individus autour d'eux conversaient discrètement, désignant parfois la table et formulant des suggestions. « Que se passe-t-il là-bas » demanda Bixna en montrant la foule. « Oh, ce n'est qu'un jeu » répondit Amy. « Les échecs. C'est très populaire parmi l'équipage pendant leur temps libre. » Les extraterrestres semblaient intrigués. Les jeux n'étaient pas un concept bien compris dans leur culture. Les loisirs Zelani impliquaient généralement des entraînements au combat ou des compétitions de force. Les activités mentales pour le plaisir étaient des concepts étrangers. Ils se rapprochèrent de la foule. À la table, Hanson Matt Turner et l'enseigne de vaisseau Kate Sullivan étaient profondément concentrés, examinant un plateau couvert de petites pièces sculptées. Le plateau était divisé en 64 cases, alternant les couleurs, et chaque joueur possédait 16 pièces de formes différentes. « Comment cela fonctionne-t-il » demanda Texva. L'officier des communications Lisa Park, qui observait le jeu, se tourna pour expliquer. Chaque type de pièce se déplace différemment sur le plateau. Le but est de piéger le roi de votre adversaire, de sorte qu'il ne puisse plus bouger sans être capturé. Cela demande de la planification et de la stratégie. Krell se pencha sur le plateau. Ce ne sont pas de vrais guerriers, ce n'est que du bois sculpté. C'est exact, dit Lisa en riant. Tout est symbolique. Nous utilisons nos esprits au lieu d'armes réelles. Les joueurs doivent anticiper plusieurs coups et essayer de prévoir ce que fera leur adversaire. Les extraterrestres observèrent pendant plusieurs minutes, tandis que Matt et Kate effectuaient leurs mouvements. Chaque joueur examinait longuement le plateau avant de déplacer une seule pièce. La foule autour d'eux offrait des commentaires et des suggestions discrets. « Pourquoi tant de monde regarde-t-il » demanda Vexna. « Parce que c'est excitant », expliqua l'enseigne de vaisseau Carlos Martinez. Ces deux-là sont d'excellents joueurs. Kate met en place une attaque complexe depuis 15 minutes, mais Matt l'a peut-être anticipé. Il a déplacé ses pièces en position défensive. Les extraterrestres semblaient confus. Comment le déplacement de petites pièces de bois pouvait-il être excitant? Comment des guerriers adultes pouvaient-ils trouver du divertissement dans quelque chose qui n'impliquait aucune compétence physique ou danger réel? C'est ce que les humains font pour le plaisir, demanda Texa. Une des nombreuses choses, répondit Amy. Nous avons des sports qui impliquent une activité physique, des jeux qui testent les capacités mentales, des activités artistiques pour l'expression créative. Les humains aiment de nombreuses façons différentes de passer leur temps libre. Matt fit enfin son mouvement, faisant glisser une pièce sculptée en diagonale sur le plateau. Kate fixa la nouvelle position un instant, puis sourit et secoua la tête. « Belle défense, dit-elle. Je ne l'avais pas vu venir. »« Tu m'as inquiété un moment, » répondit Matt. « Cette attaque aurait été dévastatrice si je ne l'avais pas remarqué à temps. » Les membres de l'équipage qui observaient commencèrent à discuter du coup, soulignant comment Matt avait discrètement préparé sa défense pendant que Kate construisait son attaque. Ils parlèrent de mouvements alternatifs et de différentes stratégies qui auraient pu être utilisées.
Texva écouta la conversation avec un intérêt croissant. Les humains discutaient de tactique et de stratégie avec le même sérieux que ses propres officiers lorsqu'ils planifiaient des opérations militaires. Mais ils le faisaient pour se divertir. « Depuis combien de temps joue-t-il à ce jeu » demanda Kra. « Environ 2 heures » répondit Lisa. Ce fut une très bonne partie. Les 2 joueurs réfléchissent très attentivement à chaque coup. 2 heures. Bix semblait surprise. Ils sont restés assis à réfléchir pendant 2 heures, et cela est considéré comme un divertissement. « Oh oui, » dit Carlos. « Parfois, les parties peuvent durer bien plus longtemps. J'ai déjà joué une partie qui a duré 6 heures. C'était incroyable. » Les extraterrestres se regardèrent avec des expressions que Jake ne pouvait pas lire. Ils semblaient dérangés par quelque chose, mais ils ne comprenaient pas quoi. C'était juste un simple jeu de société. « L'un d'entre vous voudrait-il essayer de jouer ?» offrit Matt, remarquant les visiteurs extraterrestres. « Je serais heureux de vous apprendre les règles. Ce n'est pas difficile d'apprendre les bases. » Dexiva fixa le plateau pendant un long moment. Les petites pièces de bois semblaient inoffensives, et les règles expliquées par Lisa semblaient simples. À quel point cela pouvait-il être difficile? « Très bien, » dit le commandant de guerre. « J'essaierai ce jeu humain. » Matt Turner installa rapidement un nouveau plateau d'échecs pendant que Kate s'écartait pour faire de la place au commandant de guerre. La foule s'agrandit à mesure que la nouvelle se répandait que l'un des visiteurs extraterrestres allait jouer. Même des membres d'équipage d'autres parties du vaisseau commencèrent à arriver pour regarder. « Les pièces blanches jouent toujours en premier », expliqua Matt, arrangeant les figurines sculptées sur leur case de départ. Chaque pièce a son propre mode de déplacement. Les pions ne peuvent avancer que d'une case à la fois, sauf pour leur premier mouvement où ils peuvent avancer de 2 cases. Texa hocha la tête, étudiant le plateau. Le concept semblait assez simple. Son peuple avait des jeux de guerre bien plus complexes. Les tours se déplacent en ligne droite. Les fous se déplacent en diagonale. Et les cavaliers se déplacent en forme de L, poursuivit Matt. La reine peut se déplacer dans n'importe quelle direction, et le roi se déplace d'une case à la fois dans n'importe quelle direction. Le but est de faire échec et mat au roi adverse. « Échec et mat » demanda Dexa. « Cela signifie que le roi est piégé et ne peut pas échapper à la capture », expliqua Amy. Quand cela arrive, la partie se termine et celui qui a fait échec et mat gagne. Le commandant de guerre saisit un des pions blancs et l'examina attentivement. Une si petite pièce simple. Comment quelque chose d'aussi basique pouvait-il nécessiter 2 heures de concentration? « Je comprends, » dit-il, replaçant le pion sur sa case. « Commençons. » Matt fit le coup d'ouverture traditionnel, avançant un pion de 2 cases. Texa considéra ses options et avança un de ses propres pions. Les coups d'ouverture se déroulèrent rapidement. Les 2 joueurs développèrent leurs pièces selon les principes de base expliqués par Matt. Mais à mesure que la partie progressait, Texa commença à réaliser que c'était plus complexe qu'il n'y paraissait. Chaque mouvement créait de nouvelles possibilités et menaces. Chaque pièce déplacée changeait le caractère entier de la position. Ce qui semblait être une simple avancée de Matt faisait en réalité partie d'un plan plus vaste, qui ne deviendrait clair que plusieurs coups plus tard. « Vous vous en sortez bien pour un débutant », observa Kate, tandis que Texa considérait attentivement son prochain coup. La plupart des gens font des erreurs majeures lors de leur première partie. Le commandant de guerre commençait à transpirer malgré la température agréable de la pièce. Ce n'était pas comme les jeux stratégiques de son peuple, où la force et l'agression déterminaient généralement le vainqueur. Cela exigeait un autre type de réflexion, qui lui semblait étranger et perturbant. Autour de la table, les membres de l'équipage humain observaient avec un plaisir évident. Ils faisaient des commentaires discrets sur la position, soulignant les bons mouvements et les opportunités manquées. Texa remarqua qu'il ne se contentait pas d'observer la position actuelle, mais calculait des mouvements qui pourraient se produire de nombreux tours plus tard. « S'il prend cet évêque, » murmura un membre d'équipage, « Matt peut faire une fourchette sur le roi et la tour avec son cavalier en 3 coups. »« Seulement si le commandant de guerre ne le voit pas venir, » répondit un autre. « Il pourrait bloquer avec sa reine et maintenir l'équilibre matériel. » Texa sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Ces humains discutaient avec désinvolture de séquences tactiques complexes, comme si elles étaient évidentes. Ils réfléchissaient plusieurs coups à l'avance, calculant des variations qu'ils n'avaient même pas envisagées. 1 heure passa. Texa était fier de n'avoir pas commis de faute majeure, mais il était clairement en train de perdre.
Les pièces de Matt étaient mieux positionnées, contrôlant davantage le plateau et menaçant plusieurs cibles. Chaque mouvement du commandant de guerre semblait donner de nouveaux avantages à son adversaire. Excellente défense, commenta Matt, alors que Texva parvenait à éviter un piège astucieux. Vous avez vu venir ce sacrifice de fou juste à temps. Le commandant de guerre ne l'avait pas vu venir du tout. Il avait déplacé sa pièce pour des raisons entièrement différentes et ne réalisa que plus tard qu'il avait évité un désastre. Mais Matt supposait que c'était intentionnel, ce qui signifiait que l'humain pensait à un niveau où même les bons mouvements accidentels ressemblaient à une stratégie calculée. Le lieutenant Rodriguez apparut à l'épaule de Texva. « Comment appréciez-vous la partie, commandant de guerre ?»« C'est un défi, » répondit-il, ne quittant pas le plateau des yeux. Il commençait à comprendre pourquoi la partie précédente avait duré 2 heures. Chaque décision exigeait une analyse minutieuse des conséquences qui pouvaient ne pas apparaître avant des dizaines de coups. Le docteur Elena Foster rejoignit la foule des observateurs. « Oh, c'est passionnant. Matt a un bel avantage positionnel, mais le commandant de guerre a encore des possibilités tactiques du côté roi. » Texa leva brusquement les yeux. La médecin du vaisseau analysait avec désinvolture des tactiques militaires, comme si c'était son passe-temps habituel. Combien de ces humains comprenaient la pensée stratégique suffisamment bien pour évaluer des positions de combat complexes? « Je pense qu'il devrait avancer le pion H », suggéra l'ingénieur en chef Collins. Cela donnerait plus d'envergure à sa tour et créerait des menaces contre la position du roi de Matt. Collins avait raison. Texa le voyait maintenant que l'ingénieur l'avait signalé. Mais le fait qu'un ingénieur de vaisseau puisse immédiatement repérer des opportunités tactiques qui avaient échappé à un commandant militaire zélani entraîné était profondément troublant. La partie continua. Texa apprenait, mais chaque leçon se faisait au prix d'un nouvel désavantage sur le plateau. Matt ne le battait pas seulement. Il lui enseignait à travers le jeu lui-même, lui montrant des concepts par la démonstration pratique. « Belle manœuvre de cavalier », commenta Kate tandis que Matt repositionnait une de ses pièces. Centralisation classique avec de multiples menaces. « J'adore la façon dont il utilise les cases faibles autour du roi ennemi », ajouta Carlos. « C'est comme un lent étranglement. » Texa réalisa avec une horreur croissante que les humains discutaient de sa destruction avec un plaisir évident. Ils appréciaient de le voir perdre, non par cruauté, mais parce qu'ils appréciaient la façon élégante dont Matt remportait la victoire. Ils trouvaient de la beauté dans la domination tactique. Le sous-commandant Krell et le chef tactique Vexna avaient observé silencieusement, mais Texva pouvait sentir leur malaise. Ces officiers étaient des guerriers professionnels qui maîtrisaient la stratégie militaire, et ils constataient la même chose que lui. Ces humains ne se contentaient pas de jouer. Ils faisaient preuve d'une pensée stratégique qui égalait ou dépassait celle de commandants militaires aguerris. Et ils le faisaient pour le plaisir, pendant leur temps libre, en le traitant comme un simple divertissement. « Échec », dit Matt à voix basse, déplaçant sa reine pour attaquer le roi de Texa. Le commandant de guerre étudiait désespérément la position. Son roi était attaqué et n'avait que peu de cases de fuite. Chaque coup qu'il pouvait jouer semblait mener à des problèmes pires. Les humains autour de la table attendaient patiemment, pendant qu'ils calculaient, offrant occasionnellement des mots d'encouragement. Mais leur encouragement semblait désormais de mauvais augure. Ces créatures qui résolvaient les problèmes par la négociation et le commerce venaient de passer des heures à démontrer qu'elles pouvaient penser comme des maîtres stratèges. Chaque personne observant la partie déroulait mentalement des variations tactiques avec la même aisance décontractée que des soldats de carrière. « Pouvez-vous trouver l'issue » demanda Matt doucement. « Il y a une issue, mais elle nécessite de sacrifier du matériel pour briser l'attaque. » Le sacrifice. Les humains parlaient de renoncer à des pièces de valeur pour obtenir des avantages à long terme, comme si c'était naturel. Les Zélaniens comprenaient le sacrifice au combat, mais ces humains en discutaient comme un élément essentiel de leurs activités récréatives. Quel genre d'espèce considérait le sacrifice tactique comme un divertissement? 3 heures s'étaient écoulées depuis le début de la partie d'échecs, et Texa se trouvait dans une position de plus en plus désespérée. Ce qui le perturbait plus que la défaite, c'était la façon désinvolte avec laquelle les humains discutaient de concepts qui mettraient au défi ses meilleurs stratèges militaires. Il pourrait tenter le sacrifice de la tour en F7, suggéra le docteur Foster. Cela pourrait lui donner suffisamment de contre-jeu pour faire match nul. Trop risqué, répondit le chef Collins. Le roi de Matt est trop en sécurité.
Mieux vaut échanger pour arriver à une finale et essayer de tenir le match nul là. Texa regarda ces deux humains. Un médecin et un ingénieur débattaient de tactiques militaires complexes, comme s'ils discutaient du temps qu'ils faisaient. Le sacrifice de la tour mentionné par Foster créerait en effet un contre-jeu, mais il fallait calculer des variations à 15 coups de profondeur pour déterminer si c'était pertinent. Comment un médecin de bord connaissait-il une théorie tactique avancée? Votre équipage semble très bien informé en matière de stratégie, commenta Kell à l'intention du capitaine Morrison, qui était arrivé pour observer les dernières étapes de la partie. Jake sourit. Les échecs sont très populaires dans toute la flotte. La plupart de nos officiers jouent et nous organisons des tournois entre navires lorsque nous sommes au port. Cela permet de garder l'esprit vif pendant les longs voyages. Des tournois? Demanda Vexna. Des compétitions. Amy expliqua. Des centaines de joueurs s'affrontent pour voir qui est le meilleur. Certains membres de notre équipage ont des classements qui les qualifieraient pour des parties professionnelles sur Terre. Texa sentit ses mains commencer à trembler. Ces humains avaient transformé la pensée stratégique de niveau militaire en compétition de divertissement. Ils classaient leurs officiers en fonction de leurs capacités tactiques et le traitaient comme une activité récréative. Matt est en train de préparer une magnifique finale, observa Lisa Park. Regardez comment il améliore les positions de ses pièces tout en limitant les options du commandant de guerre. Une technique classique. Matt déplaça son fou sur une nouvelle case et soudain Texa vit le piège qui s'était mis en place depuis une heure. Chaque pièce sur l'échiquier était parfaitement placée pour soutenir l'attaque finale. L'humain avait planifié cette combinaison depuis le milieu de la partie, déplaçant les pièces avec une précision patiente. « Je ne vois pas, » admet Texa, étudiant la position. « Regardez ça, » dit Matt, commençant une séquence de coups qui démantelait les défenses de Texa pièce par pièce. Cavalier prend pion, échec. Le roi se déplace ici. Fou en D5, attaquant la tour et coupant la retraite du roi. La tour se déplace là. Dame en H5, et maintenant le roi n'a plus d'issue. Le commandant de guerre observa avec fascination et horreur Matt démontrer la combinaison gagnante. Chaque coup était forcé. Texa n'avait pas de véritable choix. L'humain avait calculé toute cette séquence des heures plus tôt et avait discrètement manœuvré les pièces dans les bonnes positions tout en faisant paraître cela naturel. « Échec et mat en 6 coups », annonça Matt gaiement. « Excellente partie, commandant de guerre. Vous avez très bien défendu. » Les humains autour de la table applaudirent poliment. Ils étaient réellement impressionnés par la défense de Texa, même s'il avait perdu de manière décisive. Ils appréciaient la qualité de la résistance qu'il avait opposée à une stratégie supérieure. « Depuis combien de temps jouez-vous à ce jeu » demanda Texa à Matt. « Environ 15 ans, » répondit l'enseigne. « Depuis que je suis enfant. Mon père me l'a appris quand j'avais 7 ans. 7 ans. Des enfants humains apprenaient la pensée tactique avancée. Dès qu'ils pouvaient comprendre les règles. » Texa pensa aux jeunes Zélaniens qui passaient leurs premières années à apprendre les compétences de combat de base et le conditionnement physique. Ces humains entraînaient des esprits stratégiques dès l'enfance. « Tous les enfants humains apprennent-ils de tels jeux ?» demanda Kroll. « La plupart, oui, » répondit Kate. « Les échecs, les dames, les jeux de société, les jeux de cartes, les jeux de réflexion. Les jeux sont une part importante de la culture humaine. Nous en avons des milliers de types différents. »« Les jeux de cartes ?» demanda Vexna. Carlos Martinez sortit un paquet de cartes. « Comme le poker, c'est un jeu où il faut lire ses adversaires, gérer les risques et savoir quand bluffer. Il faut calculer les probabilités tout en essayant de deviner ce que les autres joueurs pensent. » Il distribua quelques cartes pour démontrer. Chaque joueur reçoit des cartes que les autres ne peuvent pas voir. On parie sur la probabilité d'avoir la meilleure main, mais on peut aussi bluffer. Faire semblant d'avoir de bonnes cartes quand on n'en a pas, ou faire semblant d'avoir de mauvaises cartes quand on est fort. Texa examina les cartes. Les règles semblaient simples, mais les implications étaient terrifiantes. C'était de l'entraînement à la tromperie et à la guerre psychologique déguisée en divertissement. « Les humains jouent à des jeux où ils se mentent les uns aux autres », demanda Vexna. « Eh bien, ce n'est pas vraiment mentir, » expliqua Lisa. « C'est plus comme une feinte tactique. Une partie du plaisir est d'essayer de déjouer ses adversaires. » Feinte tactique.
Les humains avaient un terme décontracté pour la tromperie militaire et la traitaient comme un plaisir. Et les jeux physiques demanda Texa, espérant trouver quelque chose de plus familier. Oh, nous en avons beaucoup aussi, dit le Dr. Foster avec enthousiasme. Le football, le basketball, le soccer. Des sports d'équipe où il faut se coordonner avec ses coéquipiers tout en s'opposant à la stratégie de l'équipe adverse. Elle afficha une vidéo sur l'un des écrans muraux montrant des humains engagés dans ce qu'ils appelaient du football. Texa regarda deux groupes d'humains en armure se heurter avec une violence considérable, mais la partie intéressante n'était pas le contact physique. Voyez comment le quarterback lit la défense. Foster montra l'écran. Il doit traiter des informations sur 11 adversaires en quelques secondes et choisir la meilleure option parmi des dizaines de jeux possibles. Pendant ce temps, la défense essaie de masquer ses intentions et de brouiller son analyse. C'étaient des tactiques de champ de bataille, avec une prise de décision en temps réel sous pression. Les humains exécutaient des jeux stratégiques complexes tout en étant physiquement attaqués par des adversaires qui essayaient de les arrêter. Et ils faisaient cela pour le divertissement. Combien de personnes participent à ces jeux demanda Kroll d'une voix faible. Des millions, répondit le commandant Hayes. Rien que sur Terre, nous avons des ligues professionnelles, des ligues amateurs, des compétitions scolaires, des jeux de quartier. Presque tout le monde pratique une sorte de sport au cours de sa vie. Des millions d'humains s'engageant régulièrement dans des exercices d'entraînement tactique. Des millions d'esprits aiguisés par une pensée stratégique compétitive. L'Empire zélanien n'avait peut-être que quelques milliers d'officiers tactiques d'élite sur l'ensemble de ses 17 systèmes. Que font les Zélaniens pour se divertir demanda Amy innocemment. Texa pensa au divertissement zélanien. Entraînement physique, pratique des armes, simulation de combat avec de l'équipement réel, activité conçue pour développer la force et l'endurance pour la guerre réelle. Nous nous préparons au combat, dit-il simplement. Cela semble être un travail difficile, commenta Matt. Vous ne vous détendez jamais et n'avez jamais de plaisir. Le concept de relaxation séparée de la préparation militaire était étranger à Texa. Mais ce qui était plus perturbant, c'était la réalisation que la relaxation humaine impliquait une pensée stratégique plus complexe que l'entraînement militaire zélanien. « Je crois que je comprends maintenant », dit Texa doucement à ses officiers dans leur propre langue. « Ces humains ne sont pas une espèce pacifique. C'est une race de guerriers qui a déguisé la guerre en divertissement. » Kral hocha la tête sombrement. Chaque humain sur ce vaisseau a reçu un entraînement tactique dès l'enfance. Ils appellent ça « jouer », mais c'est bien plus complet que nos académies militaires. Vexna fixait les humains avec une peur évidente. Si c'est ainsi qu'ils se détendent, à quoi doit ressembler leur planification militaire réelle? La partie d'échecs était terminée, mais les extraterrestres restèrent dans la salle de récréation, posant d'autres questions sur le divertissement humain. Ce qu'ils apprenaient à chaque réponse les mettait de plus en plus mal à l'aise. « Parlez-moi de ces tournois que vous avez mentionnés, » dit Texa au capitaine Morrison. « Comment ça marche ?» Jake fut ravi d'expliquer. Chaque vaisseau de la flotte a des joueurs d'échecs, généralement des dizaines. Lorsque nous rencontrons d'autres vaisseaux, nous organisons des compétitions. Les gagnants passent aux tournois régionaux, puis aux championnats de secteur, et finalement au championnat de flotte qui a lieu chaque année. « Combien de participants ?» demanda Kroll. « Le dernier championnat de flotte comptait plus de 10 000 inscrits », répondit fièrement le commandant Hayes. La compétition était intense. Les parties à ce niveau peuvent durer 6 ou 8 heures, les joueurs calculant des variations sur des centaines de coups de profondeur. 10 000 humains s'affrontant dans des concours de pensée stratégique. L'ensemble de la structure de commandement militaire zélanienne comptait moins d'officiers que le nombre de participants à un seul tournoi récréatif humain. Mais les échecs ne sont qu'un seul jeu, ajouta Amy. Nous avons aussi des tournois pour le poker, les jeux de société stratégiques, les jeux de simulation, les compétitions de casse-tête. Certains membres d'équipage participaient à de multiples activités. Le Dr. Foster a surpris la conversation. N'oubliez pas les simulations de jeux de guerre. Elles sont très populaires auprès des officiers tactiques. Des jeux de guerre? Demanda Vexna d'une voix perçante. Des simulations informatiques où les joueurs commandent des flottes ou des armées dans des scénarios historiques ou fictifs, expliqua Foster. Elles sont incroyablement détaillées, avec une physique réaliste, une économie,
une logistique, tout. Certains scénarios prennent des semaines à être complétés par des équipes de joueurs gérant différents aspects de la campagne. Il sentit une froide terreur se répandre dans son corps. Des équipes! Oh oui, dit le chef Collins en rejoignant la conversation. Les meilleurs jeux de guerre exigent une coordination entre plusieurs joueurs. Une personne gère les mouvements de flotte, une autre gère les lignes d'approvisionnement. Quelqu'un d'autre se concentre sur le renseignement et la reconnaissance. Cela enseigne le travail d'équipe et la spécialisation. Les aliens se regardèrent avec une panique grandissante. Les humains avaient créé des systèmes de divertissement qui entraînaient aux opérations militaires coordonnées. Ils pratiquaient des tactiques interarmes et une logistique stratégique. Activité récréative, dit Texa, et la réalité de ces simulations. Très réaliste, répondit Matt. L'armée utilise d'ailleurs des programmes similaires à des fins d'entraînement. Certains de ces jeux civils sont basés sur des simulations militaires déclassifiées. Ainsi, les humains utilisaient leur véritable système d'entraînement militaire comme divertissement. La frontière entre les jeux récréatifs et l'éducation militaire professionnelle avait complètement disparu. Qu'en est-il des humains plus jeunes? Demanda Krell. Les enfants participent-ils à ces activités? Lisa Park rit. Les enfants aiment les jeux encore plus que les adultes. Nous avons des tournois d'échecs juniors, des ligues sportives jeunesse, des jeux éducatifs qui enseignent les mathématiques et les sciences à travers des énigmes et des défis. Jeux éducatifs, dit Vexna, horrifié. Apprendre en jouant, expliqua Amy. Les enfants résolvent des problèmes, construisent des choses, explorent des mondes virtuels. Ils développent des compétences de pensée critique tout en s'amusant. C'est considéré comme la meilleure façon d'éduquer les jeunes esprits. Les Elani découvraient que les enfants humains recevaient une éducation tactique avancée dès la petite enfance, déguisée en divertissement. Chaque humain qu'ils avaient rencontré était le produit d'une vie d'entraînement stratégique qui avait commencé avant qu'ils ne puissent marcher correctement. « Je suis curieux de quelque chose », dit le docteur Foster aux aliens. « Que font les jeunes Elani pour se divertir ?» Texa réfléchit à la question. Les jeunes guerriers pratiquent des techniques de combat. Ils apprennent le maniement des armes, le conditionnement physique, les formations militaires de base. Quand ils sont assez vieux, ils participent à des épreuves de combat pour prouver leur valeur. Les humains parurent perplexes. « Mais qu'en est-il de simplement s'amuser » demanda Kate. « Jouer à des jeux, être créatif, explorer des idées. » « Ces activités ne préparent pas les guerriers au combat, » répondit Texa. « En fait, dit le chef Collins pensivement, elles le font plutôt bien. La résolution de problèmes, la pensée créative, la planification stratégique, ce sont toutes des compétences militaires, mais elles sont aussi utiles pour l'ingénierie, la science, l'art, presque tout ce que les humains font. » Le commandant de guerre commençait à comprendre quelque chose de terrifiant. Les Elani entraînaient leurs jeunes spécifiquement pour la guerre, produisant des soldats qui excellaient au combat, mais peu d'autres. Les humains entraînaient leurs jeunes à tout, produisant des personnes capables d'appliquer la pensée stratégique à n'importe quelle situation, y compris la guerre. Un ingénieur humain pouvait analyser des problèmes tactiques. Un médecin humain comprenait les principes stratégiques. Un artiste humain pensait à des solutions créatives pour des défis complexes. Chaque humain était un atout militaire potentiel, parce que leur culture entière était construite autour d'un entraînement mental déguisé en divertissement. À quelle fréquence les humains s'engagent-ils dans ces jeux? Demanda Vexa. Chaque semaine. Tous les jours, répondirent plusieurs humains à la fois, élabora Carlos. La plupart des gens jouent à quelque chose chaque jour. Peut-être juste un petit casse-tête rapide sur leur ordinateur, ou un jeu de cartes pendant la pause déjeuner, ou un sport après le travail. C'est comme ça que nous nous détendons. Un entraînement tactique quotidien pour toute la population. Les unités d'élite de l'Empire Zelani ne s'entraînaient pas tous les jours, mais chaque humain s'engageait dans des exercices de pensée stratégique dans le cadre de sa routine normale. Même notre travail implique parfois des jeux, ajouta le docteur Foster. Le diagnostic médical, c'est comme résoudre des énigmes. L'ingénierie, c'est comme construire avec des jouets de construction avancés. La recherche scientifique implique de tester des théories à travers des jeux expérimentaux. Les humains avaient ludifié toute leur civilisation. Tout ce qu'ils faisaient impliquait des éléments de pensée stratégique, de résolution de problèmes et d'analyse concurrentielle. Ils avaient construit une culture où la guerre mentale était aussi naturelle que respirée.
Je crois que j'ai besoin de voir plus de ces jeux, dit Texa désespérément. Peut-être y avait-il une activité humaine qui n'impliquait pas de pensée stratégique de niveau militaire. Matt s'éclaircit. Oh, il y a un jeu d'énigmes vraiment intéressant dans la pièce d'à côté. Des problèmes de logique en 3 dimensions. Et je crois que des gens jouent à un jeu de rôle dans le salon. Jeu de rôle ? Demanda Krell. Une narration collaborative où chaque joueur incarne un héros dans un monde imaginaire, expliqua Amy. Ils travaillent ensemble pour surmonter des défis en utilisant la créativité, le travail d'équipe et la pensée stratégique. Travail d'équipe et pensée stratégique. Même leur narration impliquait une coopération tactique. Ils se dirigèrent vers la pièce suivante, où plusieurs membres d'équipage travaillaient sur des casse-têtes tridimensionnels complexes qui exigeaient de faire pivoter et de manipuler des pièces dans leur esprit. Les casse-têtes ressemblaient à des systèmes mécaniques abstraits, et les résoudre exigeait des compétences de raisonnement spatial qui seraient précieuses pour l'ingénierie ou la navigation. Dans le salon, elles trouvèrent un groupe de 6 humains assis autour d'une table couverte de papier, de dés et de petites figurines. Une personne décrivait un scénario tandis que les autres prenaient des notes et discutaient de leurs options. La forteresse ennemie est lourdement défendue, le compteur disait. Vous pouvez voir des tours de garde ici, ici et ici. Le portail principal est renforcé, mais il pourrait y avoir un moyen d'approcher par les égouts. Quel est votre plan? Les joueurs commencèrent à discuter de tactique. Ils parlèrent de diversion, de routes d'infiltration, de coordination de timing, de plans de contingence. Ils résolvaient un problème militaire complexe par une analyse coopérative. Et ils le faisaient pour le plaisir, sur leur temps libre, parce qu'ils aimaient ça. Depuis combien de temps les humains jouent-ils à des jeux comme ça? Demanda Texa au capitaine Morrison. Jake réfléchit un instant. Des milliers d'années. Nous avons des traces de jeux de stratégie provenant d'anciennes civilisations, des jeux de société, des simulations militaires, des sports de compétition. Cela fait partie de la culture humaine aussi longtemps que nous avons une histoire enregistrée. Des milliers d'années. L'espèce humaine développait la pensée stratégique par le divertissement depuis des millénaires. Chaque génération avait perfectionné les jeux, les rendant plus complexes, plus stimulants, plus éducatifs. Le résultat cumulé était une civilisation où chaque individu avait été entraîné dès la naissance aux compétences mentales nécessaires à la guerre. Et il ne se rendait même pas compte qu'il le faisait. Pour les humains, les jeux n'étaient que du plaisir. Ils n'avaient aucune idée qu'ils étaient en train de créer l'espèce la plus sophistiquée tactiquement de la galaxie. La visite était terminée, et les négociations formelles reprirent dans la salle de conférence. Mais tout avait changé. Les 3 officiers Zelani étaient assis en face de leurs homologues humains, avec des expressions d'anxiété à peine dissimulées. « Capitaine Morrison », Texva commença avec prudence. « Nous avons beaucoup appris sur la culture humaine pendant notre visite. Peut-être devrions-nous discuter des termes de notre relation plus attentivement. » Jake remarqua immédiatement le changement de ton. Le commandant de guerre ne parlait plus comme un supérieur évaluant des vaisseaux potentiels. Sa voix portait le respect d'une puissance militaire s'adressant à une autre. « Quel terme spécifique aviez-vous à l'esprit, commandant de guerre » demanda Jake. « Accord de défense mutuelle » répondit rapidement Texa. « Partenariats commerciaux, échange de technologies. L'Empire Zelani serait honoré de considérer l'humanité comme des égaux. » Le commandant Hayes haussa un sourcil. 3 heures auparavant, ces aliens posaient des questions sur les capacités militaires humaines comme si la Terre était une puissance mineure. Maintenant, ils offraient des traités de partenariat. « C'est très généreux, » dit Amy diplomatiquement. « Puis-je demander ce qui a changé votre évaluation de l'humanité ?» Krell et Vexna se regardèrent nerveusement. Comment expliquer que regarder des humains jouer à des jeux les avait terrifiés plus que d'affronter une flotte ennemie entière? « Votre espèce démontre des capacités inattendues, » dit Texa avec prudence. « Nous pensons qu'il y a des avantages mutuels à une alliance plutôt qu'à d'autres relations. » Jake commençait à comprendre. Les Zelani étaient arrivés avec l'intention d'évaluer les humains comme des sujets potentiels de conquête. Quelque chose avait complètement changé leur esprit. Quelque chose les avait effrayés. « Commandant de guerre, » dit Jake doucement, « prévoyez-vous d'attaquer l'espace humain ?» Le silence s'étira inconfortablement longtemps. Finalement, Texva répondit. De tels plans existaient. Procédure standard lors de la rencontre de nouvelles espèces. Mais après avoir observé votre culture,
nous réalisons que cela serait déconseillé. À cause de notre force militaire, demanda le commandant Ace. À cause de l'ensemble de votre population, dit Vexa doucement. Chaque humain que nous avons rencontré aujourd'hui a démontré des capacités de pensée stratégique qui égalent celles de nos meilleurs officiers tactiques. Vos enfants commencent à acquérir ces compétences avant de pouvoir marcher. Votre culture entière est construite autour d'un entraînement mental que nous n'utilisons que pour nos unités militaires d'élite. Le docteur Foster les avait rejoints pour les négociations finales. Je ne suis pas sûr de comprendre. Parlez-vous de nos jeux et de nos sports? Oui, répondit Krell. Ce que vous appelez divertissement, nous le reconnaissons comme le programme d'entraînement tactique le plus complet que nous ayons jamais rencontré. Vous avez armé le développement intellectuel et l'avez transformé en activité récréative. Les humains parurent confus. Amy parla la première. Nous ne considérons pas les jeux comme un entraînement militaire. C'est juste amusant. Ça rend les choses encore pires. Vous avez créé une espèce où la pensée stratégique avancée est aussi naturelle que la respiration, déclara Texa d'un ton sombre. Vous ne vous en rendez même pas compte. Jake commençait à saisir l'ampleur de la situation. Commandant de guerre, à quel point les activités récréatives de l'humanité sont-elles inhabituelles? Capitaine Morrison, au sein des 17 systèmes conquis, nous n'avons jamais rencontré d'espèce qui s'engage dans une compétition stratégique par plaisir, expliqua Vexna. La plupart des civilisations développent des capacités militaires uniquement par nécessité de défense ou de conquête. Les humains, eux, ont fait de la pensée militaire un fondement culturel qui sous-tend tout ce que vous faites. Mais nous ne sommes pas une espèce militaire, protesta Lisa. Nous explorons l'espace, menons des recherches scientifiques, pratiquons un commerce pacifique. Vos vaisseaux d'exploration transportent un armement minimal parce que chaque membre d'équipage est un atout stratégique, précisa Vexna. Vos recherches scientifiques impliquent une résolution de problèmes complexes qui se traduit directement par des applications militaires. Votre commerce pacifique exige des compétences en négociation identiques à celles de la guerre diplomatique. Les humains commençaient à comprendre pourquoi les extraterrestres semblaient si troublés. « Êtes-vous en train de dire, demanda Jake lentement, que vous avez peur de nous? »« Terrorisé, avoua Texa. Capitaine, votre enseigne m'a battu à un jeu stratégique auquel je n'avais jamais joué. Les membres de votre équipage discutaient tranquillement de tactiques qui mettraient nos plus grands esprits militaires au défi. Votre docteur a analysé des scénarios de bataille complexes comme s'il s'agissait de simples énigmes. Il se pencha en avant. Puis nous avons appris que des millions d'humains participent régulièrement à des compétitions stratégiques, que vos enfants commencent une formation tactique dès la petite enfance, que tout votre système éducatif est bâti autour de jeux qui développent des compétences applicables militairement, et que vous faites cela depuis des milliers d'années. Qu'elle ajouta, raffinant continuellement vos méthodes, rendant la formation plus efficace, assurant que chaque génération est plus capable, stratégiquement que la précédente. Le docteur Foster sembla pensif. Je suppose que, présenté de cette manière, la culture humaine met en effet beaucoup l'accent sur la résolution de problèmes compétitifs. Beaucoup. Texa rit, bien que cela ressemblât davantage à une toux étranglée. Docteur, votre espèce a accidentellement créé la civilisation la plus sophistiquée tactiquement de l'espace connu. Et vous l'avez fait en transformant l'entraînement à la guerre en divertissement pour enfants. La salle tomba silencieuse alors que les implications s'imprégnaient. Les humains réalisaient que leur culture, axée sur l'exploration pacifique, apparaissait comme une civilisation militaire incroyablement avancée aux yeux des observateurs extérieurs. Alors, dit Jake finalement, je suppose que l'Empire Zélani ne tentera pas de conquérir l'espace humain. Absolument pas, déclara Texa avec fermeté. Capitaine, nous avons conquis 17 systèmes en identifiant les faiblesses militaires et en les exploitant. L'humanité n'a pas de faiblesse militaire parce que vous n'avez pas de limitation militaire. Chaque humain est un officier stratégique potentiel. Chaque établissement humain est un centre de planification tactique. Chaque enfant humain reçoit une éducation militaire avancée. Il se leva et commença à arpenter la pièce. Comment pourrions-nous conquérir une espèce où les commis aux approvisionnements comprennent la logistique mieux que nos généraux?
où les médecins civils peuvent analyser les tactiques de champ de bataille, où les enfants résolvent des énigmes stratégiques pour s'amuser. Nous sommes venus ici en nous attendant à évaluer une espèce mineure, en vue d'une éventuelle suggestion, dit-elle. Au lieu de cela, nous avons découvert que nous partagions la galaxie avec une civilisation qui pourrait probablement nous conquérir sans transpirer. Nous ne sommes pas intéressés par la conquête, les assura Amy. Nous savons, répondit Vexin, ce qui le rend encore plus effrayant. Vous avez accidentellement développé la culture militaire la plus avancée de la galaxie, et vous l'utilisez pour l'exploration scientifique et le divertissement culturel. Le capitaine Morrison prit sa décision. Commandant de guerre, le gouvernement de la Terre unie sera heureux de négocier des accords de défense mutuelle et de commerce avec l'Empire Zélani. Nous préférons la coopération au conflit. Merci, capitaine, dit Teva avec un soulagement évident. L'Empire s'assurera que l'espace humain est marqué comme une zone protégée. Toute tentative de menacer les mondes humains sera accueillie par toute la force de la réponse militaire Zélani. Alors que les négociations se concluaient, Jake offrit un cadeau d'adieu traditionnel. Commandant de guerre, veuillez accepter ce jeu d'échecs en signe d'amitié entre nos peuples. Texa regarda le plateau de bois et les pièces sculptées avec une nervosité évidente. Merci, capitaine, mais peut-être qu'autre chose serait plus appropriée. Les humains furent perplexes jusqu'à ce qu'Amy réalise le problème. Pour les Zélani, le jeu d'échecs n'était pas un cadeau amical. C'était un manuel d'entraînement à la guerre tactique avancée, déguisé en jouet pour enfants. Nous enverrons plutôt des livres sur l'histoire de la Terre, proposa Jake diplomatiquement. Alors que la délégation extraterrestre se préparait à partir, Thexa se retourna une dernière fois. Capitaine Morrison, puis-je vous poser une question personnelle? Bien sûr. Si les humains considèrent les jeux stratégiques comme un divertissement relaxant, que faites-vous lorsque vous devez vous engager dans une planification militaire réelle? Jake réfléchit sérieusement à la question. Commandant de guerre, honnêtement, je ne sais pas. L'humanité n'a pas mené de véritable guerre depuis plus d'un siècle. Nous nous sommes concentrés sur l'exploration et le développement à la place. Texa hocha lentement la tête. Peut-être est-ce mieux ainsi, pour le bien de tous. Alors que le vaisseau Zélani partait, Jake rédigea son rapport de mission. Le premier contact avait été un succès au-delà de toutes les attentes. L'humanité avait gagné un allié puissant et avait évité ce qui aurait pu être une guerre dévastatrice. Ce qu'il ne mentionna pas dans son rapport, ce fut l'expression de terreur absolue dans les yeux des extraterrestres quand ils avaient vu les humains jouer aux échecs. Dans son journal privé, Jake écrivit « Note à moi-même. Rechercher si nos activités récréatives pourraient paraître menaçantes pour d'autres espèces. Recommander une formation sur la sensibilité culturelle pour les futures missions de premier contact. » Pendant ce temps, à bord du vaisseau Zélani, le commandant de guerre Texa composait son propre rapport à l'Empire. L'humanité doit être classée comme une menace stratégique de niveau 1. En aucun cas, une force Zélani ne doit engager des vaisseaux ou des mondes humains. Recommander un échange diplomatique immédiat pour établir une alliance formelle. Raison. Les activités récréatives humaines démontrent des capacités tactiques qui dépassent nos programmes d'entraînement militaire. S'ils considèrent la pensée stratégique de niveau guerre comme un divertissement pour enfants, leurs capacités militaires réelles dépassent notre capacité à les évaluer ou à les contrer. La dernière ligne de son rapport deviendrait célèbre dans tout l'Empire Zélani. Lorsque les humains appellent quelque chose un jeu, nous devrions l'appeler un cauchemar.